Le pire ennemi du mauvais journaliste, c'est l'information. Pour le journaliste, ce qui est probable est vrai. Le journaliste est un interprète de la curiosité publique, mais le sait-il? Car aujourd'hui, aucun journaliste ne sait plus ce qu'est une bonne nouvelle. Madame, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce jeudi 25 février de l'an de grâce 2021 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans et sans oublier sur les réseaux sociaux pour nous suivre chaque matin de lundi au vendredi entre 7h et parfois 9h30. Au cours de cette autre édition, comme à notre habitude, nous allons continuer à décrypter l'actualité, à décrypter justement le meilleur de l'information. D'ailleurs, le sujet qui nous intéresse au cours du débat de ce jeudi matin, journaliste, milieu d'affaires et personnalité politique, l'établissement mondial dicte-t-il sa loi? Journaliste, milieu d'affaires et personnalité politique, l'établissement mondial dicte-t-il sa loi? En tout cas, nous allons en parler avec nos invités lorsqu'il sera forcément aux alentours de 7h45 heure d'Afrique centrale. N'oublions surtout pas également que nos deux compères seront là tout à l'heure pour la revue de presse. Mais tout de suite et maintenant, eh bien, on va vous souhaiter bon réveil à toutes et à tous. Hotep à l'Afrique, Hotep au monde, bienvenue. Mes invités sont là ce matin pour le sujet qui nous intéresse, justement parlant de journalisme. Journaliste, milieu d'affaires et personnalité politique, l'établissement mondial dicte sa loi. C'est notre grande interrogation. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, et j'espère que tu vas mieux. Ça commence à aller, je pense que d'ici là, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Moi aussi, ça commence à aller. Voilà. Et bonjour à tous les téléspectateurs de DBS Matin, bonjour à mes co-panélistes, il y a l'équipe technique. Et puis, je pense qu'on va encore faire l'effort d'éclairer un peu plus sur le nouveau sujet. Sur le nouveau sujet, ils sont d'ailleurs très nombreux, les panélistes qui sont malades, mais bon, j'espère que tout le monde va reprendre du poil de la bête. Ils sont très nombreux. Hier, déjà, il y a plusieurs qui m'ont dit « Ah, ça va pas du tout !» Ils n'ont pas pu être là ce matin. Il y a ceux qui ont voyagé également, mais on espère que tout ira pour le mieux pour eux au cours de la semaine prochaine. Ils seront tous sur ce plateau. Paul est là, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, bonjour Steve Ngos, bonjour à ceux qui sont sur ce plateau avec moi, bonjour à tous ceux qui nous regardent de par le monde. Je suis à votre disposition. C'est pas la grande forme, mais bon, on espère que ça ira. Oh ça va, disons que j'ai pas beaucoup dormi parce que je me suis occupé à un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, mais écoutez, vous êtes là pour me garder éveillé avec la lumière de votre sagesse. Et donc, voilà, je serai à la hauteur. Patient Parfendo, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour Dr Paul Mbelek, bonjour à Paul, bonjour à toi-même. Je me joins au Dr Mbelek pour vraiment continuer à croiser puissamment les doigts pour que tu reviennes au meilleur de ma forme, hein. Parce que c'est pas évident. Ça me rassure pas beaucoup. Ça va aller. Bon, je vous promets que ça va aller. Nous sommes tous un peu fatigués, souvent malades, oui. Mais souvent aussi assommés par les nouvelles tristes qui nous arrivent. Comme tout à l'heure, j'irais presque accompagner, déclencher le processus d'accompagnement à sa dernière demeure de quelqu'un qui a été dans le milieu sportif, très très apprécié. Oui. Il s'appelait Billy Diop. Il était professeur de PS au lycée de Nebel, pour ceux qui l'ont connu, mais surtout dans l'encadrement technique de la Dynamo de Douala. C'est un grand frère qui a beaucoup aidé, qui a beaucoup encadré dans notre quartier qu'on appelle Nebel, dont aujourd'hui, ça va être le début du processus, n'est-ce pas, de le dire au revoir dignement, qui n'est pas passé entre les mains de Job. Vraiment, il a fait beaucoup de boulot pour la jeunesse, pour les jeunes étudiants et élèves. Et nous disons tout simplement merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Eh bien, nos condoléances à la famille ici du roman éprouvée par la perte de cet être cher. Et on va justement lui dire nos derniers hommages, hein, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Journaliste, milieu d'affaires et personnalité politique, l'établissement mondial dicte sa loi. C'est notre grande interrogation. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Messieurs, dans ce vidéogramme que nous allons suivre ensemble, vous allez vous rendre compte que finalement, journalistes, hommes d'affaires, hommes politiques se côtoient au quotidien, au moins une fois par mois, tous se retrouvent pour savoir dire ce qu'il faudra justement faire au cours du mois prochain. Eh bien, ces journalistes, ces hommes d'affaires, et sans oublier justement ces directeurs de télévision, directeurs de radio, sans oublier directeurs des microfinances et surtout de grandes banques sont recrutés par cooptation. Rien de ce qui se dit d'ailleurs lors de leur réunion ne se dit
à l'extérieur. Ils font des plans contre le monde et ce sont eux justement qui dictent leurs lois. Ensemble, regardons cet élément. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. Dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même. Il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé, tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire, les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire. Faire partie du siècle, c'est avoir montré qu'on était capable de s'intégrer dans la classe dominante française. Et une fois qu'on en est membre, il faut bien au minimum respecter les intérêts de cette classe et à minimum ne pas aller contre ce qui serait ses intérêts politiques et économiques évidents. Pour vous, Michel Godet, il faudrait oser envisager quoi, un abaissement du niveau du SMIC? Vous comprenez, la logique est simple. Comme on ne veut pas s'attaquer aux relations privilégiées avec les partenaires sociaux, on ne veut donc pas poser la question du SMIC, qui malheureusement, dans une économie ouverte, comme on l'est, et le sera de plus en plus, est un véritable fossoyeur de l'emploi, puisque le prix international du travail non qualifié, comme on dit chez les spécialistes, ne peut que baisser. Oui, l'objectif des entreprises... Michel Godet est tout à fait représentatif de cette trentaine d'experts omniprésents dans l'espace médiatique. Comme lui, en effet, presque tous siègent au conseil d'administration de grandes entreprises, collaborent avec des banques, conseillent des fonds spéculatifs. Pourtant, ce ne sont jamais ces fonctions-là qui sont mises en avant. Lorsqu'ils sont invités dans les médias, c'est sous leur titre universitaire que les journalistes les présentent. La question, c'est pourquoi les grands médias font-ils le silence sur ces collusions que j'ai appelées les liaisons dangereuses entre un certain nombre d'économistes qu'on invite systématiquement et les milieux d'affaires. Les citoyens, les auditeurs, les téléspectateurs regarderaient tout autrement un brillant économiste universitaire s'ils savaient que cet économiste est largement rétribué par les banques, les compagnies d'assurance et les sociétés privées, comme administrateur, c'est-à-dire au centre de la gestion de ces entreprises. Eddy Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de recherche au CNRS, professeur d'économie. Dominique de Villepin, la semaine dernière, enfin cette semaine, a demandé... Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui rester intellectuellement indépendant quand on est totalement inséré dans des réseaux de milieux d'affaires.
Aujourd'hui, on considère que si un expert est à la fois membre de l'Agence de la sécurité des aliments et membre du conseil d'administration d'une grande entreprise agroalimentaire, il y a conflit d'intérêts. Et je crois que tout le monde est prêt à admettre ce point de vue. Eh bien, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas, dans le cas d'économistes rémunérés par des banques, des assurances ou des grandes entreprises, pour faire grandir les intérêts, les bénéfices de ces sociétés. Pourquoi on ne parlerait pas de conflit d'intérêts? Jean-Hervé Lorenzi, professeur à Paris-Dauphine. Ces gens-là nous disent, nous restons totalement indépendants intellectuellement, mais nous ne pouvons pas les croire. S'il est difficile en effet de croire à la neutralité de ces experts, il est en revanche relativement facile de deviner où ils dînent le dernier mercredi de chaque mois. Autrement dit, leur fonction est très concrètement de promouvoir, y compris dans les grands médias, dont ils sont pratiquement exclusivement les invités, la pensée unique économique qui est celle du capitalisme dominant. C'est ainsi que depuis une trentaine d'années, devant les Français, un débat... Eh bien, monsieur, vous avez suivi justement ce document avec nous, et vous également à la maison, vous avez suivi ce document comme nous ce matin. Paul est là, finalement, dans ce document, on nous fait comprendre que il y a de faux intellectuels. Mais ces personnes-là, il faut le dire, se retrouvent chaque dernier mercredi du mois, tous ensemble avec les hommes politiques, les hommes d'affaires, les banquiers, les hommes comme les autres, hein, les directeurs d'entreprise, et sans oublier bien d'autres encore, pour se dire des choses. Et ce qui se dit justement à l'intérieur, on se trouve comme à Las Vegas. Ce qui se fait à Las Vegas ne sort pas de Las Vegas. Donc ce qui se dit justement lors de ce dîner ne sort pas immédiatement à l'extérieur. Absolument. Alors on se retrouve là en plein cœur des organisateurs, des acteurs, oui, visibles et invisibles de la pensée unique et donc du complot. Donc c'est toujours, ça me fait toujours sourire quand on traite de complotistes de façon un peu dénigrante ceux qui dénoncent, parce qu'en fait c'est le monde à l'envers. Parce que là on a bien vu qu'il s'agit des véritables complotistes, parce que c'est des gens qui s'asseyent, qui décident pour vous, en vos lieux et places, sans vous, et qui en fait vous imposent après la logique de la pensée unique, qui est la pensée qu'ils veulent dominante, mais qui ne profite qu'à 1% de la population mondiale, qui est en réalité l'oligarchie mondialiste et qui est détenue par la finance internationale. C'est un schéma aussi classique et aussi simple qu'il paraît, et qui en réalité a tellement de branches souterraines que c'est un système qu'on ne saurait expliquer par la seule apparence qui est présentée à nous. Vous avez au sommet de ces petits copains là, parce que finalement ce sont des petits copains, vous avez au sommet la finance internationale. Petits copains comme cochons, hein. Voilà, comme ils l'ont dit dans le documentaire. Vous avez à la tête la finance internationale, parce que comme j'ai souvent dit, la finance internationale en réalité c'est le cœur, c'est de là que tout part, c'est de là que tout finit, c'est là que tout finit. Oui. Et vous avez donc au milieu les hommes d'affaires, vous avez les hommes politiques, vous avez les médias qui ont une organisation bien précise et qui répartit les rôles de façon spécifique. La finance internationale, c'est elle qui pense, qui dicte la loi qu'elle va faire appliquer. Parce que vous avez des groupes d'influence qui sont hautement ancrés et qui impactent le monde visible et invisible. Oui. Vous entendez parler ou non, parce que c'est souvent discret, des groupes tels que le Council on Foreign Relations, vous avez le groupe Bilderberg, vous avez un certain nombre de groupes qui pensent, organisent et régissent tous les méandres en fait de la politique, de la finance, de l'économie, du journalisme et de tout ce qui nous impose en fait une logique, une pensée unique que nous n'avons qu'à subir. Donc nous sommes des faire-valoir pour ces gens. Les journalistes sont le reflet, parce que vous avez donc la finance qui pense et décide ce que sera
la nouvelle pensée unique, qu'elle soit économique, qu'elle soit financière, qu'elle soit politique. Vous avez les politiques qui sont quasiment tous à leur solde, parce que quand vous voyez ces groupes d'influence-là, vous vous rendez bien compte que les parties prenantes de ces différents groupes sont encore ceux que vous retrouvez à des postes de responsabilité, qu'ils soient politiques ou du cercle des affaires. Et vous avez donc les politiques, après que la loi soit dictée par la haute finance, vous avez les politiques qui sont chargés d'implémenter et d'imposer aux populations ce qui a été décidé en très haut lieu. Et vous avez les journalistes qui sont quoi? Mais qui sont tout simplement le canal de propagande pour influencer les opinions, pour imposer, soit par la peur, soit par la séduction, soit par la distraction, un certain nombre de codes de leurs valeurs pour que justement prospère ce qu'ils ont décidé selon leurs désidérata. Vous avez donc finalement la démocratie qu'on présente comme le schéma ultime pour le bien des peuples, défini à l'époque par le président Lincoln, Abraham Lincoln, comme étant le bien... Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Comme étant pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Je connais plus très bien la formule. Je me suis un peu laissé distraire parce que je n'ai pas su ce qui se passait tout à l'heure sur le plateau. Donc, vous avez la démocratie qu'on vous présente comme l'ultime horizon indépassable du système qui permet justement d'organiser une république, une nation. Mais vous avez, je citais tout à l'heure Abraham Lincoln, qui parlait de la politique comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui. Mais vous avez le même Abraham Lincoln, du fait de s'être opposé en son temps, depuis 1860 où il a été président de la République, jusqu'en 1865 où il n'a pas pu terminer son mandat, son deuxième mandat, parce qu'il a été réélu, mais il a été assassiné, le premier président des États-Unis qui a été assassiné. Pourquoi? Justement parce qu'il commençait à s'inscrire en faux des pratiques qui étaient justement les pratiques de l'oligarchie mondialiste à dominante financière de la finance internationale. Et voilà quelqu'un qui pensait que la démocratie pouvait être une réalité parce que le peuple pouvait récupérer justement son pouvoir qui est défini comme tel, mais en voulant justement démanteler les réseaux mafieux de l'oligarchie mondiale qui était précisément la finance internationale de l'époque, il s'est opposé notamment à l'obsession de certaines familles bien précises des banquiers internationaux qui voulaient mettre fin à l'étalon or à l'époque pour justement privatiser les banques centrales, notamment la Fed, puisque c'était déjà fait pour la Banque d'Angleterre et la Banque centrale d'Angleterre. Et en voulant s'opposer à ce système-là, on a bien vu ce qui lui est arrivé, il a été tout simplement assassiné. En réalité, c'est pour dire comme Alexis de Tocqueville, je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. Comme on leur dira, pardon. Oui. Et vous avez également cette fameuse phrase que je dis souvent ici, de Mayer Rothschild, Amschel, qui dit donnez-moi la monnaie d'une nation et je ne me soucierai pas de ceux qui font ces lois. Donc, en clair, on se retrouve dans une réalité virtuelle qui est organisée par un groupuscule d'individus qui se croient donc tout puissants et qui dictent sa loi par le biais d'une pensée qu'ils ont décidée unique. Et vous avez bien vu dans le documentaire tout à l'heure que ce soit les journalistes, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les politiques, ils sont tous dans ce bouillon mafieux là où ils décident de ce qui va être le monde de demain. Et ce qui doit être dit, ce qui doit être exactement. Et on ne peut pas parler de médias indépendants, notamment les mainstream, les médias traditionnels, quand on sait justement qu'ils sont comme cul et chemise avec la mafia mondiale et que c'est eux qui décident avec les patrons de la finance internationale. Patient Parfum, donc dans ce documentaire, on nous fait comprendre que tous ces journalistes sont rémunérés par des banques, par des compagnies d'assurance, sont rémunérés justement par les copains et sans oublier les copines. Finalement, tout ce qu'on nous dit à la télévision, dans ces télévisions mainstream, sont totalement faux, parce qu'ils ont le droit de dire ce qu'il doit être dit et de taire ce qui ne doit pas être dit. Mais nous sommes là face à un déploiement de ce qu'on appelle le capitalisme. C'est un système qui a pour objectif de régenter complètement toute notre planète. Vous savez pertinemment que la politique
et l'économie, pour parler aussi dans les finances, c'est comme les deux pièces, les deux faces de la même pièce. Hein. Oui. Si vous avez une orientation politique, vous la déclinez, rapidement, je vais vous dire quelle est l'orientation politique que vous allez appliquer. Oui. Et vice-versa. Il suffit de voir une économie pour que très facilement, on se rende compte quel est le type de politique qui est adopté par ces décideurs. Alors, ils sont bien organisés. Et là, c'est l'une des facettes de leur organisation. Ils ont pour ambition d'encadrer tous les pouvoirs, de régenter tous les pouvoirs. Oui. Or, aujourd'hui, tout le monde le sait, le monde des médias, c'est un pouvoir. On ne va quand même pas le laisser comme ça, au bon gré des humeurs des prétendus citoyens. Oui. Non, il faut l'encadrer, il faut lui dicter la marche à suivre. Il faut orienter, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations qui sont habilitées à donner. C'est pour cela que justement, on est dans le sens des quand on parle des médias mainstreams, oui. C'est-à-dire les courants dominants. Il faut imposer un courant dominant et tout le reste, n'est-ce pas, de l'opinion mondiale doit venir se greffer à ce vaste courant dominant qui a déjà été imprimé. Oui. Si vous essayez d'aller à l'encontre de ce courant dominant du point de vue de la production de l'opinion, parce qu'en fait c'est ce que font ces journalistes, ils nous imposent des opinions. Alors là, vous allez être combattu violemment. Il y a un grand penseur, un homme, Chomsky, qui a beaucoup écrit sur ce domaine. J'ai un de ses excellents livres dans ce domaine, malheureusement je ne l'ai pas apporté aujourd'hui, mais je vais revenir, qui démontre dans cette démonstration comment il suffit d'être légèrement en désaccord avec la ligne directrice qui est dictée pour que vous soyez éjecté complètement, n'est-ce pas, de cet espace avec toute la violence qu'il faut. Mais c'est aux États-Unis, à mon sens, qu'on voit bien s'exprimer, n'est-ce pas, cette donne-là. Où on a des journalistes qui étaient extrêmement brillants dans ces médias mainstream, ou bien qui étaient présentés comme tels. Oui. Mais le jour où ils ont décidé de ne plus continuer à appliquer au doigt, à la lettre, à l'œil, les directives qui venaient, n'est-ce pas, des rédactions au-dessus de leur tête, ils ont été éjectés. Et, curieusement, ils ne se sont pas laissés abattre. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis des médias alternatifs, ou bien des courants alternatifs, la pensée. C'est eux, justement, qui produisent enfin l'information qui est utile pour l'humanité. Parce que c'est eux qui lèvent les lèvres. C'est eux qui dénoncent tout ce que... Comme c'est le cas justement avec ce vidéogramme que nous avons Ces gens-là, la plupart du temps, je dis aux gens, ça ne sert à rien de regarder à longueur de journée CNN, NBC, machin, non. Allez vers ces médias mainstream, malheureusement, qui ne sont pas là. Vous voyez, la publicité qui va avec, etc., qui ne sont pas assez popularisés, mais c'est là-bas que vous allez trouver la vraie information. Donc, ne soyons pas surpris de voir qu'enfin, des décideurs politiques, le monde de la finance internationale se rend compte que, au gré des développements, je suis qu'actuellement, sur la question du coronavirus, on a vu que la France, le taux, par exemple, de vaccination est trop bas. Ils sont en train de réfléchir comment faire pour calmer le peuple qui ne croit plus beaucoup. Ils se réunissent tout le temps. Dans les médias, avec des journalistes, les décideurs, les hommes politiques. Les hommes politiques, etc. Pour voir quelle est l'orientation de chaque papier que vous allez écrire justement. Alors vous allez vous rendre compte que vous lisez les journaux, Le Figaro, Le Monde, et c'est la même information. Vous avez l'impression qu'ils sont tous sortis du même comité de rédaction avant d'écrire le papier. Vous écoutez les télévisions, les radios, vous avez l'impression que c'est le même ton qui a été donné et qui ne se décline que en fonction de la ligne éditoriale. C'est tout. Non, la ligne éditoriale est presque la même. Oui. Carrément sur les questions essentielles. Sur les questions qui ne sont pas du tout essentielles, que j'appelle d'ordre périphérique, on peut avoir des semblants de divergence. Mais même là, quand vous scrutez très bien, vous voyez que tout a été bien organisé. Malheureusement, quand on voit cette chose-là qui est très belle et qu'on a vu là, moi je dis bravo pour eux. Oui. Ils font tout pour conserver leur système. Ils font tout pour continuer à être le centre qui va dicter tout. Oui. Ils font tout pour continuer à dominer le monde. Alors, nous qui voulons le combattre, qui voulons combattre cette pensée unique, est-ce que nous avons le même type d'encadrement? Pas du tout. C'est ça, quand on en parle, les gens disent, oh, pourquoi Mbelek a dit? Mais Mbelek a raison. Il dit qu'il est là. Il a des compétences. Pourquoi elles ne sont pas mises en valeur? Vous voyez, il n'y a pas d'encadrement de notre côté et c'est un problème.
C'est un gros problème. Oui. Si nous continuons à être comme ça, je peux vous dire que ces gens, ils ont encore de beaux très beaux jours devant eux. Alors, ça, maintenant, on revient même localement dans des pays de la périphérie comme le Cameroun. Nous allons rendre compte que certains médias veulent jouer ce jeu-là. Ils veulent jouer à ce jeu. Quand vous regardez très bien, si ils sont soit, ils ont choisi l'opposition, entre guillemets, parce que cette opposition, c'est un autre débat, ou bien le pouvoir, il y a un ensemble de journaux. Quand vous lisez les titres le matin, on a l'impression qu'ils sont sortis de la même maison. Non, de même comité de rédaction. vous lisez, vous écoutez les radios. Un certain nombre de radios, idem. La télévision, idem. Rien ne change. Parce qu'il y a des groupes qui s'organisent et on donne, n'est-ce pas, à ceux qui créent l'opinion, à ceux qui fabriquent l'opinion que vous êtes, que nous sommes, des moyens pour le faire. Il n'y a que nous qui pensons autrement, et les gens nous disent, ah, ce que vous faites est très bien, mais où on ne voit pas, je leur dis que c'est un encadrement, les autres, ils font. Ce que vous voyez là, il y a quelqu'un au sommet qui a décidé que ça doit se passer comme ça. Oui. Donc, je pense sincèrement que, quand j'appelle, je me dis souvent, organisons-nous, c'est pour dire que nous avons un retard pas possible sur notre capacité à mieux fédérer. Nous sommes cette foule, comme disait Césaire, qui ne sait pas faire foule. Et tant qu'on va demeurer comme ça, tant qu'on va refuser de nous organiser sérieusement, tant qu'on va refuser d'encadrer nos porte-paroles, nos porte-voix, je peux vous dire sincèrement que vraiment ces gens-là, ils vont continuer de nous écraser. Vous vous souvenez quand il y a eu les plans d'ajustement structurel au Cameroun? Il y a, on appelle ça les éléments de langage, qui avaient été carrément conçus pour les journalistes, carrément conçus pour les économistes qui venaient sur les plateaux, pour enfoncer dans nos têtes que l'État ne peut plus être ce vache à lait là. Il faut privatiser. Vous ne pouvez plus continuer à avoir des sociétés qui sont dans le portefeuille de l'État. Il faut privatiser. C'est la nouvelle règle. C'est ça, être performant sur le plan économique, du point de vue de la pensée. Mais qu'est-ce qu'on a privatisé? On a privatisé nos fleurons. Des sociétés comme la Sonel, comme la Régie Frécom, attention, qui faisaient des bénéfices. Mais qui sont des sociétés d'autres stratégiques. Je dis bien stratégiques dans le décollage économique d'un pays comme le nôtre. Ce sont ces fleurons-là qu'on a donnés à des privés et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu prends une société comme la Régie Frécom, qu'on a donné au groupe Bolloré, ils savaient très bien parce qu'ils avaient réfléchi que dans bientôt le pipeline Tchad-Cameroun va rentrer en action. Donc tout ce qui était comme matériel qu'il fallait amener à Doba, ça s'est fait par qui? Du port de Douala jusqu'à Gaoundéré, n'est-ce pas? Par la Régie Frécom du Cameroun. Et Bolloré a ramassé la mise, l'a mis dans sa poche. Alors que si on avait laissé l'opportunité à la Régie Frécom du Cameroun, qui est devenu plus tard Cambraille, d'exécuter ces travaux, vous pouvez vous imaginer ce qu'on aurait pu engager. Ça aurait rapporté beaucoup d'argent. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Oui. Et on a donc organisé les journalistes qui venaient sur le plateau. Attention, l'État ne peut plus continuer à être cette vache à lait. Il faut comprendre que nous sommes dans un nouveau paradigme. Il faut faire attention. Les Camerounais sont incapables de gérer. C'est pour cela qu'il faut donner ça à des experts privés qui vont donc mieux le gérer. Des conneries. Des conneries. Donc, je continue de penser sincèrement. Mais cela, je ne dédouane pas, n'est-ce pas, la gouvernance de l'époque, parce que je me souviens quand même de quelqu'un comme Miko à l'époque. Vous avez un individu qui était en même temps PDG de la Camer et directeur de la Régie Frécom. Comme si, en termes de personnel, le Cameroun était un désert. Donc ça aussi, sur le plan managériel, il y avait des choses à dire. Oui. Mais pourquoi on a fait ce choix? Alors qu'il y avait d'autres choix à faire. That is the question. Donc, je continue de dire et d'insister là-dessus que nous sommes là face au déploiement de ce qu'on appelle le capitalisme mondial. Ce capitalisme-là, regardez le traitement de l'information par rapport à la Birmanie aujourd'hui. Écoutez RFI, écoutez BBC, écoutez France 24 et tous les autres. D'abord l'Amérique, c'est la même chose. Le même son de cloche. Et on matraque comme ça à longueur de journée. Ça finit par entrer dans la tête des gens que, mais vraiment, la Birmanie, c'est la pire des dictatures qu'on a jamais vues. Alors que c'est pas du tout vrai. Pour le cas de la Corée, non, c'était la même chose. Pour le cas de la Chine, c'est ce qu'on nous sert. Pour le cas de cette guerre, pour la course au vaccin, vous avez écouté, on disait, oh, le Sputnik 5 là, c'est n'importe quoi. C'est sûr que, bon, on interroge quelques gens, je sais pas, en Pologne. Moi, je ne fais pas confiance au vaccin russe. Vraiment, c'est de la merde. Je ne veux pas qu'on m'injecte. Je préfère plutôt le vaccin de Pfizer. On oriente. On oriente toujours. Malheureusement, là, ils ont fait chute, c'est que leur capacité de production ne pouvait pas, comment on dit ça, être en capacité de satisfaire tous les marchés qui étaient demandeurs. C'est là où ils ont fait fausse note et les gens ont compris qu'on peut faire autrement. Donc,
j'insiste, nous sommes dans une guerre. Cette guerre-là, elle est mondiale. Il y a différents aspects de cette guerre-là. Il y a différents points de cette guerre. Il y a champs de bataille. Et en fonction de chaque champ de bataille, le capitalisme s'organise pour être sûr de continuer à conserver le monopole sur le plan mondial. Docteur Jean-Paul Mbelek, tous les journalistes d'ailleurs français, on nous fait savoir qu'ils participent justement à cette réunion tous les derniers mercredis du mois. On a donné par exemple le cas de Eli Cohen, David Pujadas, Michel Gaudin, Jean-Hervé Lorenzi. Ils sont tous nombreux et bien sûr sur les plateaux de télévision, on a les mêmes experts qui appartiennent toujours au même cercle pour venir dire ce qu'ils se sont dit et ne pas dire plus que ça. Et là, en ce moment-là, on reste toujours dans le même complot. Alors, ces journalistes sont des prostituées. Ce sont des prostituées. On vous suit, allons-y. C'est des prostituées. Puisque, résumez vous-même tout ce que je parfait, et puis avant, Paul et là, on dit, pour travailler, il faut se prostituer. C'est tout ce que ça veut dire. Un journaliste qui ne se prostitue pas ne travaille pas, ou alors il va du côté alternatif. Et là-bas, bon, c'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même visibilité, la même publicité, bon, je viens de le dire. Voilà, c'est de la prostitution. C'est juste une façon de... Alors, au fait, puis c'est des enfants. C'est des enfants qui appartiennent à la même personne. Et qui les réunit comme dans une cour de récréation pour qu'ils de temps en temps, se mettent en contact. Voilà. Et puis, se frottent... Parce que quand on dit copain comme cochon, ça dit se frottent entre eux. Il y a la pédératie, il y a tout ça, il y a tout là-bas. Vous croyez qu'ils font quoi entre eux, là? C'est des homosexuels pour la plupart, quand c'est les hommes. Et puis, les femmes, elles sont laides. Même les hommes sont laids. C'est la vérité. Vous avez vu leurs bédaines, vous avez vu, même regarde l'âge qu'ils ont, regardé. Il y a très peu qui vraiment sont présentables. Moi j'ai vu les images là, ils sont tous laids. C'est des laideurs. Donc quand ils vont là-bas, ils sont même contents quand il y a une fraîcheur qui arrive. Et arrosent sur la fraîcheur. Ce sont des pédés, ce sont des homosexuels, c'est des pervertis. Et finalement des prostituées. Je parle pour les journalistes. Et vous savez comment on les appelle en France? Les journaleux. Vous mettez encore East. C'est des journaleux. Ils ont des salaires pour prendre ce qu'ils doivent prendre. Mais ça, c'est rien, ça, le club du siècle. Et puis ça, ce n'est que la France. Et puis nous, on est en Afrique. D'ailleurs, pourquoi on prend les exemples français? C'est-à-dire qu'on est en Afrique, mais on pense français. C'est quoi cette affaire? Ça, c'est la France. Et ils ne gèrent pas le monde, là. Parce que la France même est gérée. Qui gère la France? C'est le CRIF. Il y a aussi le dîner du CRIF. Et les mêmes gens qui sont au siècle, là, certains n'iront pas au dîner du CRIF. Ok? Et quand tu vas au dîner du CRIF, où tu es invité, et même quand tu es invité, tu payes pour participer. Vous voulez dire ce que c'est le CRIF pour nos téléspectateurs? Alors, moi, le CRIF, là, c'est des bizarreries, quoi. Parce que, en gros, oui, parce qu'en gros, c'est pour gérer la communauté juive de France. Le problème, c'est qu'on prononce CRIF. Mais quand on regarde, à l'origine, c'est pas CRIF. Et ça s'écrit même pas CRIF. Et tout le monde dit CRIF. Le dîner de CRIF. Voilà, donc c'est une association qui est censée gérer. Conseil représentatif des institutions des juifs de France. Regarde les lettres que, quand tu dis CRIF, et tu dis Conseil représentatif des institutions juives de France. Où est le J là-dedans? Donc il n'y a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais quand vous remontez à l'origine, il y avait le J. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait le J. Ils l'ont seulement enlevé. Mais on dit CRIF. Et pourtant, quand on traduit, c'est ce que je viens de dire là. Voilà, vous m'obligez. Pourquoi? Faut pas obliger quelqu'un à dire ce qu'il ne veut pas dire. Bon, déjà j'écris. Là en fait j'ai cette publicité là, ok. Voilà. Bon, en tout cas, le CRIF gère la France par procuration, puisque elle-même elle est gérée. Et puisqu'il faut arriver aux 13 familles, sont cohérents avec nous-mêmes. Les 13 familles, on a parlé des 13 familles ici, non? Oui, moi, on en a parlé. Je n'étais pas de l'émission, mais j'ai écouté. La semaine dernière, oui. Bon, ben, ce sont ces 13 familles qui, en France... Et partout dans le monde qui gèrent le CRIF, qui maintenant, pour amuser la galerie, là, avec 2 ou 3 pecnos de prostituées, journaleux, hommes d'affaires, soi-disant, et puis scientifiques, comment dire, vous avez dit quoi? Intellectuels? Ils parlent de faux intellectuels, d'ailleurs, pour eux. Effectivement. Ce n'est pas vrai que pour le côté économique. Oui. C'est vrai même en physique. Même en physique. On prend quelqu'un de brillant, il devient nul dans ce genre de cercle. Moi, je connais ça. Je connais. J'aurais pu intégrer ça. Tu as ça, tu as tes salaires, t'es bien... Moi, j'ai même eu des sabotages à cause de ça. Je sais de quoi je parle. Ok? Donc, si tu veux l'indépendance de penser... Alors, vous parlez de la pensée unique, non? Même en physique, il y a la pensée unique. En fait, c'est général. Dans tous les domaines. C'est pas une affaire de... l'économie, tout ça, le capitalisme. Non! C'est général. Il y a des gens... Donc, je vais donner un exemple de pensée unique, c'est la théorie des cordes. Qui n'a pas entendu parler? Vous n'avez pas entendu parler de la théorie des cordes, non? Tout le monde a entendu parler de la théorie des cordes. C'est tout sauf une théorie scientifique.
C'est tout. Actuellement, en paléontologie humaine, il faut jurer par l'hybridation entre les Néandertaliens et les Homo sapiens sapiens et les Denisoviens qu'on n'a jamais vus. Pour déclarer que vous êtes un scientifique. On n'a jamais vu un crâne. Oui, pour participer à ces cercles-là. Bon, moi, honnêtement, moi j'ai fait ma carrière, j'ai été au plus haut niveau mondial, j'ai voyagé, j'ai eu des collègues partout. Et je ne me suis jamais plié à ça. Parce que je le dis là en direct pour la première fois. Je me souviens très bien au congrès de Porto, c'était en 2000, à Porto, au Portugal. Je me suis dans la même salle que Thibaut Damour. Thibaut Damour, c'est celui qui gère notre domaine là-bas en France. Je crois que c'est toujours lui le patron. Et à la sortie, on était dans la même salle. Il fait sa présentation, je fais la mienne. À la fin, il m'appelle pour m'isoler et me dire qu'est-ce que je dois citer, qu'est-ce que je ne dois pas citer, les bons auteurs, les mauvais auteurs. Dans mon propre travail, ça c'est pas comme ça. Il me dit, je lui ai dit non Thibaut, ça c'est pas la science. Ça. Laissons parler l'expérience, parce que la physique c'est l'expérience. Je pense que les sciences m'ont donné raison. Donc tout ce qui est là est généralisable. Et je vous dis, c'est des prostituées. Vous devez choisir entre avoir un salaire conséquent, des revenus conséquents et parader, passer dans les médias, passer pour le plus grand cible. Alors qu'en fait, en réalité, c'est faux. Parce que tout le temps que... Là, je suis sur les intellectuels maintenant. Allez-y, on vous suit. Voilà, on verra les hommes d'affaires après. Tout le temps qu'ils vont passer dans ces cercles, leur cerveau est en train d'apprendre à dysfonctionner. Puisque un cerveau libre ne doit pas se mettre qu'on appelle des cloisons. Voilà. Or, ils sont en train de se cloisonner, dont la pensée n'est plus libre. Ils sont plus créatifs. Au bout d'un moment, si on regarde bien, ils se répètent. Au bout d'un moment, on leur dit ce qu'ils doivent dire. Ils ne pensent plus. Donc ça veut dire qu'au niveau intellectuel, ils deviennent des has-been, des zéros. Oui. Has-been, ils ont été, ils ne sont plus. Moi, on continue à penser qu'ils ont été, alors qu'ils ne sont plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà. Bon, maintenant, pour les hommes d'affaires. Quels hommes d'affaires? D'abord, la presse est achetée par ces hommes d'affaires. Ces hommes d'affaires, eux, ils obéissent aux 13 familles. Et en France, ils sont gérés par le CRIF. Et puis, n'oubliez pas, tout à l'heure, Paul l'a rappelé, le Bilderberg et le CFR, bon, font partie des gens comme les Attali, tout ça, mais il y a aussi la franc-maçonnerie. Et ça va ensemble. Il y en a qui totalisent le tout, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont Club le siècle, ils participent tout le temps au dîner des CRIF quand on les invite, et puis ils sortent de leur argent. Et vous savez que cet argent-là va où? C'est de l'allégeance. Quand vous donnez votre argent, et même le siècle, là, vous pensez que c'est gratuit? C'est pas sûr. Hein. Il y a des cotisations à payer là-bas, les siècles sont chers. Ben oui. Et c'est justement ça qui justifie, quand vous payez vos cotisations, qui sont chères, qui justifie qu'on vous place aussi, pour que vous ayez un bon salaire, sachant que vous allez recotiser. Le serpent se mord la queue et ça se renvoie la balle. Et il y a des renvois d'ascenseur. Oui. Voilà. Donc, ces hommes d'affaires-là, ils ont besoin de manipuler l'opinion et d'orienter les choix de la politique du gouvernement. Et en fait, c'est juste 10 000 façons d'y arriver. Si tu échappes au CRIF, tu n'échapperas pas à telle mauvaise propagande dans la presse, donc du coup tu reviendras en arrière, donc tu retourneras voir le CRIF, qui va te sermonner, qui va te faire des injonctions, et ben voilà. Donc au bout d'un moment, on te remet dans les rails, si jamais tu dois dérailler. Comme ça ne va jamais très loin. En fait, ça c'est l'Europe, hein, et je vais vous dire, je vais résumer là, parce que là je vais chuter. L'Europe a perdu son indépendance. L'Occident a perdu son indépendance. Les Blancs ont perdu leur indépendance. Pas au profit des Noirs, hein, au profit d'autres Blancs, qui eux ne se considèrent même pas comme des humains. On en a parlé ici. Oui, les 13 familles. Les 13 familles, merci. Eux, ils sont au-dessus du lot peuple élu, race supérieure. Enfin, talmudiste et tout ce qui va avec. Voilà, tout ce qui va avec. Ils ont vendu leur pays pour quelques grains de riz. Alors maintenant, pour nous en Afrique, c'est là que je chutais. Pour nous, c'est pas un problème. On devrait peut-être être content. Parce que ces gens-là abrutissent leur peuple. Quand vous savez la mauvaise information, le peuple aussi ne pense pas bien. La preuve, regardez, on aboutit à la manipulation du Covid. Regardez comment on les manipule dans le Covid, le confinement. On leur fait faire n'importe quoi. Mais cette manipulation, justement, en train de traverser les frontières, Jean-Paul Bellec. Cette manipulation traverse les frontières. Nous, on attend ici avec les machettes, non? Non, c'est ce que nous continent voulons. Africain. Nous voulons, mais vous avez peur. Moi, j'ai pas peur. Hein. Et moi, je l'ai déjà dit. J'ai peur de quoi? Moi, j'ai pas peur. Je les attends. Moi, je suis. Surtout, je suis chez moi. Quand j'étais là-bas encore, on sait jamais. Mais je suis chez moi maintenant. Qu'ils viennent, nous, on veut la guerre. C'est la guerre qui va nous libérer. Nous, on veut la guerre totale. Parce que c'est la libération, ça promet la libération totale de notre peuple. C'est ce qui s'est toujours passé. Si on a évolué un peu pour passer de la colonisation à ce semblant d'indépendance, c'est bien parce qu'il y a eu la guerre. Chaque guerre, nous, on en profite pour se libérer. Et je pense que ça, c'est la dernière qui va donner notre libération totale. Donc moi, j'appelle la guerre. Qu'ils viennent. Tout ce qu'ils veulent, toutes les armes qu'ils veulent, qu'ils viennent, on les vaincra. Moi, je veux la guerre. Qu'ils viennent. The harder they come, the harder they fall, one and all. Jimmy Cliff.
Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Paul, et là, finalement, on le sait depuis la nuit des temps, on en a toujours parlé sur ce plateau à plusieurs reprises, tout est contrôlé, les médias sont contrôlés, les entreprises sont contrôlées, les hommes d'affaires sont contrôlés, tous les journalistes d'ailleurs qui passent dans les télévisions et sur tous les plateaux dans les pays occidentaux, parce que ce n'est pas sûrement le cas sur le continent africain, même si on sait pertinemment également que sur le continent africain, certains médias également sont contrôlés. Finalement, le monde est dans une situation chaotique. Le monde est dans une situation chaotique, oui, parce que malheureusement, la pensée unique est véhiculée par de puissants instruments, que sont les médias, notamment les médias traditionnels. Et ces médias sont à la solde de la finance internationale. C'est un schéma, comme je l'ai dit tantôt, assez simple, mais beaucoup plus complexe en souterrain, parce que c'est un certain nombre de forces et de privilèges qui s'entrechoquent et qui donnent donc naissance à ce qu'on voit et à ce qu'on vit et à ce qu'on nous impose. Les médias aujourd'hui décident de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour les peuples dans le monde entier. Et de façon servile, naïve, les peuples, quels qu'ils soient, se couchent. Mais généralement, vous entendez, j'ai suivi, quand quelqu'un vous donne une information, vous dit j'ai suivi ça à la télé, et il va vous donner le nom du média. Vous allez vous rendre compte que ce média devant lequel les gens font le plus allégeance, c'est les médias mainstream, les grands médias, les grands noms, les grandes chaînes. Pourtant, justement, ces médias, que ce soit de la presse, de la radio, de la télévision, appartiennent encore tous à ces cercles d'affaires qui eux-mêmes dépendent de la finance internationale qui les alimente, qui les crée. Et donc, les médias ont un rôle éminemment important d'un point de vue subliminal. Parce que le subliminal parle à votre subconscient. Et le média, à travers justement la distraction, la musique, le sport, les séries à l'eau de rose, abrutissantes et insipides, qu'on nous balance comme ça sur toutes les chaînes de télé, l'économie orientée, les sciences orientées, parce qu'on va vous dire voilà ce qui est la vérité, et vous allez vous rendre compte... Comme le cas de la théorie des cordes. Exactement, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se dit, quand vous avez déjà écouté une de ces chaînes mainstream, n'écoutez pas l'autre. N'écoutez pas les autres. Quand vous avez écouté CNN, n'allez pas écouter ABC, n'allez pas écouter NBC, n'allez pas écouter Fox. C'est la même chose. Et même quand vous avez écouté TF1, France 2, France 24, c'est la pensée unique. Ils vous disent exactement la même chose. Pourquoi? Parce ils tiennent cette information qui sort du même moule. Tous ces médias sortent du même moule, tous ces journalistes sortent du même moule. Souvent, ça commence même depuis l'école. C'est-à-dire que très souvent, il ne faut pas l'oublier, que l'embrigadement des esprits, dans le but de polluer justement l'esprit des peuples et d'orienter les mentalités et les décisions des politiques, ça commence dès l'école. Si vous êtes un politicien et que vous êtes à l'ENA ou je ne sais pas quelle autre école d'administration dans le monde, on vous oriente dès le bas âge, dès l'école, dès les bancs. Si c'est le journalisme, on vous explique comment ça marche. Et dès que vous accédez vous avez accès à ces cercles d'influence où se définissent donc les lois du monde, vous êtes tout simplement phagocyté, vous êtes tout simplement fabriqué pour justement distiller ce qui doit être distillé selon la pensée unique. Mais regardez un peu comment les médias se comportent par rapport à des thématiques bien précises. Prenons le cas du Covid. Donnez-moi un média mainstream, traditionnel, de renommée internationale, parce qu'ils ont les moyens de se faire connaître internationalement. Donnez-moi un média qui a une pensée dissidente par rapport aux grands groupes et à la pensée globale. Ça n'existe pas. Ils disent tous la même chose. Et les gens qui les invitent sur les plateaux, c'est des gens qui eux-mêmes font partie de ces cercles et qui viennent se présenter comme des scientifiques indépendants qui viennent donner leur avis, alors qu'en réalité, c'est du théâtre. C'est du théâtre parce que tous ceux qui sont sur ces plateaux-là, sur ces chaînes de télé, de radio et dans la presse internationale, c'est des gens qui ont préparé ce qu'ils vont dire et comment ils vont le présenter depuis leur petite réunion entre petits copains. Et nous, on est là pour écouter et pour prendre ça
pour parole d'évangile et se dire c'est quand même tel média qui a dit. Regardez l'élection, la dernière élection américaine, peu importe qu'on ait été pro-Trump ou pro-Biden, ce n'est pas ça le plus important, mais regardez quelle position avaient les médias. Les médias mainstream, télé, presse et radio, mais regardez également les réseaux sociaux. Quand vous n'alliez pas dans un certain sens, vous étiez bloqué dans certains réseaux sociaux. Donc, il y a bien un complot contre le peuple, et c'est ça le véritable complot contre lequel il faut se présenter, contre lequel il faut s'offusquer, le vrai complot qu'il faut dénoncer. Et donc, on est dans un environnement où on ne fait que subir et absorber ce que d'autres ont décidé pour nous et font imposer justement par les canaux propagandistes. J'ai parlé tout à l'heure de messages subliminaux. Vous avez des gens qui pensent qu'ils sont en train d'avoir un raisonnement autonome qui ne dépend que d'eux et qui n'est que le fruit de leur démarche intellectuelle, mais qui en réalité ne font que de la répétition servile de ce qu'ils ont entendu. Et ils vont vous tenir un raisonnement en pensant qu'ils pensent par eux-mêmes et que ce raisonnement est le leur, mais en réalité, c'est la somme des pollutions mentales, intellectuelles, morales que ces médias-là orientés ont installées dans les cerveaux et dans les esprits. Et donc, on se retrouve en train de se demander ce qu'il faut faire, et Parfait Ndom l'a très bien dit. Mais il faut un contre-pouvoir. Il faut un contre-pouvoir, c'est quoi? Quand on parle de médias, on parle pas seulement de journalistes. Le cinéma américain, par exemple, c'est un outil de propagande énorme. Et j'ai lu, quelqu'un a dit quelque chose, je crois que c'est Spike Lee, et je vais terminer par là, qui a dit quelque chose de très intéressant. J'ai lu ça hier, quelqu'un m'a envoyé un message, qui disait, on n'a pas vu Rambo et Schwarzenegger et tous les grands héros américains à la guerre du Vietnam. Ils étaient où? Voilà. Donc, on nous bassine, on nous raconte des conneries parce qu'en fait, on veut vendre, on veut présenter... On montre un homme, un super-homme qui peut faire la guerre à lui tout seul. Et parce qu'ils veulent donner à ceux qui les regardent le reflet de puissance qu'ils s'imaginent eux-mêmes qui est dans leur fantasme et qu'en réalité, il n'en est rien. Donc, le contre-pouvoir, c'est de l'autre côté. C'est nous de nous mobiliser, et je termine vraiment par ça, parce qu'il a parfois dommage quelque chose de pertinent. Parce que c'est bien beau qu'on se plaigne. Oh, les médias occidentaux, principalement, c'est eux qui ont le pouvoir de l'argent. Ils nous phagocytent, ils nous racontent tout et n'importe quoi, et malheureusement, beaucoup d'Africains croient. Vous allez voir des Africains qui ne jurent que par ces chaînes-là. Mais regardez, aujourd'hui, Canal Sat, citez-moi, sur 10 maisons, combien de maisons n'ont pas Canal Sat? Mais ça rentre dans le business plan de la propagande. Il faut absolument que vous ayez les chaînes. Et dès que vous êtes une chaîne qui a une ligne éditoriale différente ou contradictoire, on vous enlève ou on ne vous autorise pas. Donc, le complot est vaste. Et la solution, c'est tout simplement de créer une force. Un contrepoids. Un contrepoids. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous y pensons? Est-ce que de l'autre côté, ceux qui dénoncent ont le même appui psychologique, financier, et tout ce que vous voulez, matériel et en termes de force d'influence? Est-ce que ceux qui sont en face et qui se retrouvent à dénoncer ce qui se passe par les grands médias traditionnels ont les raisons ont les moyens de leur politique? Ou alors ils sont comme David et Goliath. Et bon, David et Goliath, allez savoir, c'est une légende dont on peut tirer un certain nombre de leçons. Mais ce n'est pas toujours que David a les ressources et les ressorts pour battre Goliath. Donc, il vaut mieux que David heureusement que David a les ressources. Hein. Voilà, il vaut mieux... Oui, d'accord. Mais il vaut mieux que David... C'est pour dire que c'est un exemple qui peut être même vérifié, mais ça ne peut pas s'inscrire dans une logique habituelle et traditionnelle. Voilà, donc, de l'autre côté, il faudrait qu'on se constitue en contre-pouvoir, et pour cela, il faut s'organiser. Patient Parfait Ndom, on a souvent vu, hein, vous l'avez d'ailleurs si bien dit, et d'ailleurs le docteur Jean-Paul Bellec l'a également souligné. Dès lors où vous n'êtes pas dans ce cercle-là, vous êtes devenu, vous êtes diabolisé. Je prends par exemple le cas du professeur Raoul, diabolisé. Il y a encore d'autres professeurs d'ailleurs qui ont été traités de fous, finalement. On a également eu le cas de Patrick Poivre d'Arvor, qui faisait de belles choses d'ailleurs du côté de la France. Dès qu'il s'est levé justement contre Nicolas Sarkozy, tout de suite, il a été écarté, satanisé, diabolisé. Donc dès que vous n'êtes pas dans ce cercle-là, vous êtes une persona non grata. Effectivement. Je dis qu'eux, ils font des choses à la perfection. C'est très bien fait. C'est notre côté que, bon, vous allez me dire qu'il y a DBS, c'est un balbutiement. Ouais. Mais quand on regarde
dans l'ensemble, nous sommes trop en retard par rapport à ces gens-là. Et c'est pour cela que sur le plan culturel, justement, ils vont continuer de nous dominer, ça c'est clair. Mais il n'y a pas que ça. Il a commencé à parler d'où sortent des écoles où sont formés ces gens-là, cette élite-là. Oh ouais. Vous voyez, le formatage commence dans ces écoles supérieures. Ils sortent déjà avec les règles qui sont bien précises. Ce qu'il faut faire. Comment il faut gérer l'économie, comment il faut présenter les situations au peuple, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le système capitaliste lui-même, c'est-à-dire la place, j'allais dire, des citoyens lambda qui se battent pour la suivre au quotidien. Les gens en Occident, dans ces économies-là, ont un rythme infernal pour la recherche de l'argent. Ils n'ont plus le temps, comme l'intellectuel Jean-Paul Mbelec, de s'asseoir pour lire un livre. À partir de ce moment-là, quand vous êtes incapable de réfléchir par votre propre tête, quand vous êtes incapable d'aller fouiller vous-même l'information en fonction de ce que vous voulez avoir, vous devenez un consommateur. Et c'est pour cela que vous voyez dans une grande ville comme New York, tous les gratte-ciel, ils ont des panneaux où défient des informations en continu. Et ce sont ces messages subliminaux. Ils boivent comme du petit lait. Arrivé chez lui, il dit oui, CNN a dit, bon, que, apparemment les sondages disent que c'est Biden qui sera en tête. Il ne faut pas jeter mon vote, je vais voter pour Biden. Donc le gars ne réfléchit plus par lui-même. Parce que les conditions de vie au quotidien ne lui donnent plus le temps d'avoir des pauses qui lui permettent de faire des recherches propres, de dire des choses qui sont intéressantes pour se faire sa propre opinion. Donc il est obligé d'être un consommateur de l'opinion qui a été bien tissée et j'allais dire enveloppé ailleurs et qu'on fout tout ça pas dans sa tête. C'est là l'un des problèmes majeurs que nous avons dans notre système économique aujourd'hui. L'économie capitaliste dominante, c'est ça. C'est-à-dire tu ne penses pas, monsieur. Les citoyens n'ont pas le droit de penser. On pense pour toi. Nous pensons pour toi. Oui. Et toi, on le fout dans ta tête et tu appliques. C'est pour cela que ceux qui sont en marche ou bien qui sont qui refusent ce chemin battu et se mettent en marche, ils sont combattus avec toute la violence que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez très bien, certains d'entre nous, c'est pas un secret professionnel, n'avaient plus le droit de tenter de demander un visa pour entrer en France. Jamais. On était blacklistés. Vous le savez très bien. On est toujours blacklistés, ne vous tordez pas l'esprit. Ça n'a pas changé. De toute façon, ça nous intéresse pas d'y aller. Bon, donc voilà. Donc il y a des mesures coercitives qui existent. On vous pousse, n'est-ce pas, dans la misère, on vous empêche de parler parce que vous voulez apporter des démonstrations qui ne vont pas en droite ligne de ce qui a été préconçu. Donc je dis le mode de vie, le mode d'organisation économique qui fait que l'individu n'a plus du temps pour lui-même, on conçoit tout pour lui, c'est comme des fast-food, hein? C'est-à-dire que même pour cuisiner, vous n'avez plus le temps de cuisiner, on cuisine pour vous. Tout est organisé, c'est ça. Le prêt à penser. Le prêt à penser, c'est ça. On vous apporte votre nourriture sur un plateau chez vous. C'est ça la pensée unique. La pensée unique, c'est décline, même sur le plan pratique, sur le plan réel, dans la vie au quotidien des individus. Donc, à partir de ce moment-là, vous attendez que ces citoyens pensent comment? Qu'ils fassent quoi? Qu'ils puissent agir comment? À l'école, déjà, ça a commencé et ça le poursuit jusque chez lui, dans sa maison. Dans sa maison. Prenons le cas, par exemple, de quelque chose, Coca-Cola. Vous avez à un moment donné comment la publicité de Coca-Cola était puissante. On nous montrait que c'était la meilleure boisson. Hein? Et on nous disait même que les jus, bon, tout le monde, alors que tout ça c'est du sucre, on nous disait c'est le jus par excellence. J'arrive dans mon village à Bourbeyan, qui n'a pas de route, et je trouve une grosse affiche de Coca-Cola. Donc le truc nous poursuit même, on fait un fond de la brousse et nous impose comme ça de manière autoritaire, n'est-ce pas, cette réalité. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça le fond du problème, Steve. C'est pour cela que moi je dis, j'insiste, je dis, ceux qui sont pour une autre Afrique, ils doivent rentrer dans les combats qui se mènent déjà dans ces pays-là pour avoir des opinions alternatives à ces opinions des mainstream. Et pour cela, justement, il faut des télévisions comme DBS, il faudra plus tard une radio, à peu près comme DBS, mais il faut encadrer justement les personnes qui travaillent le matin, qui ne dorment pas, comme Paul Elan n'a pas dormi, pour pouvoir produire ce que nous produisons. Parce que si cette chaîne-là, hein, cet assemblage n'est pas réel, à un moment donné, il y aura des fissures, il y a des maillots qui vont sauter, et puis à terme, nous serons toujours... encore de l'oligarchie. Voilà. Donc, une chose est bien de critiquer, de dire ceci, de dire cela, mais une autre chose, c'est de dire, ah, nous pensons autrement, et s'organiser, justement, pour que nous puissions
donner la possibilité de voir autre chose que ce que nous a proposé de manière, j'allais dire, plus qu'empirique d'ailleurs. C'est quelque chose de terrible, ce que nous vivons. Donc, excuse-moi, mais je reviens sur le Cameroun. Belek a dit que pourquoi faut... Mais je reviens sur le Cameroun. Mais nous voyons aussi que certains politiques au Cameroun, parce que la plupart sont sortis de ces écoles de pensée, essaient de nous l'imposer ici. De nous l'imposer ici. Vous avez certains médias où il ne passera jamais. On n'invitera jamais Jean-Paul Belek. Pourquoi? Dans certains médias, c'est impossible qu'on invite ni Ella, ni Jean-Paul Belek. Je ne parle pas de moi. Bon. J'ai fait le tour de certains médias avant d'être blacklisté. Pourquoi? Parce que justement, on ne veut pas qu'il y ait d'autres sons de cloche qui ne soient pas dans ce qu'eux, ils ont déjà tracé, mis en place. Comme ligne conducteur, comment dire ça, comme cap. Tout ça, c'est toujours des mensonges qui sont distillés aussi. Voilà, parce qu'on défend un certain quand on nombre de parle choses. des endocolons, ils ne sont pas que sur le plan politique. Ils sont dans tous ces démembrements de la vie, dans les médias, dans l'économie, dans la culture. Mais hier, j'étais dans un restaurant, un grand restaurant de la place à Douala. On m'a invité à manger un dolé. Mais regardez ce que les gens qui sont là sont obligés de subir comme musique. Des musiques dépravées, d'une culture de caniveau, parce que c'est une télévision occidentale, je ne sais pas où est-ce qu'elle est placée, mais comme bassine, on oblige le client. J'ai dit, mais je ne suis pas obligé de subir ce que je subis là. On me dit, c'est la politique de la maison. J'ai dit, bon, c'est la dernière fois que je viendrai plus ici. Donc c'est ça, Steve, c'est compliqué. Docteur Jean-Paul Belek, finalement, il faut s'organiser. Il faut avoir un contrepoids pour lutter justement contre ces personnes qui existent depuis des décennies, depuis des centaines d'années d'ailleurs, et qui font le même travail tous les jours de bassiner les oreilles des uns et des autres pour leur donner une ligne de conduite, une autre pensée. D'ailleurs, même, est-ce qu'ils pensent même encore? Donc, il est aujourd'hui de notre devoir également de s'organiser à tout prix. Très bien. Nous sommes déjà là dans un média. Oui. Je vais essayer de récupérer un peu ce que mes deux prédécesseurs ont dit, à savoir parfait et juste. Et Paul est là, oui. Voilà. Et ramener ça au Cameroun. Nous sommes déjà dans un média. Je pense qu'on peut dire ici tous les trois sur le plateau, même y compris toi, Steve, ça fait donc 4, on est des intellectuels. Et dans mon cas présent, j'ajouterai organique. Oui. C'est-à-dire que travail pour le peuple. Voilà. C'est un choix. Et ça nous coûtera ce que ça coûtera, c'est pas grave. Moi, ça ne me pose pas un problème, hein, même si je mange des cailloux. C'est mon choix de vivre libre, mourir libre, être digne de cette vie-là. Que mes enfants et tous ceux qui m'ont connu n'aient pas honte quand ils parlent de Jean-Paul Belek. Moi, c'est tout. Est-ce que j'ai besoin d'être plus que ça? Non. Voilà. Alors, il manque donc l'autre chose, c'est les hommes d'affaires. Non, mais je reste sur le thème, hein. Les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Voilà. Mais M. Dampoulou existe. Il a de l'argent, M. Dampoulou. Moi, je vais parler pour tout le monde, hein. Parce que moi, j'ai le courage de le dire. Allez-y, on vous suit. Moi, je ne crains rien, où que je sois. Donc, M. Dampoulou, premier milliardaire du Cameroun, je crois que c'est le plus riche. Il doit avoir, d'après ce que j'ai vu, francophone même. J'ai vu qu'il c'est dans les... Bon, ici, on ne le voit jamais, M. Dampoulou. Moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu M. Dampoulou. On me promet, je n'ai jamais vu. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'il fasse l'effort de nous voir. Quand même, nous, on vient ici tout le temps, là. Moi, il ne paye pas mon transport. Il faut que ce soit clair. Voilà. Si je gagne quelque chose, lui aussi, il gagne beaucoup plus. Donc, il est temps maintenant qu'on fasse ces équilibres. Pour aller dans le sens de parfait, l'encadrement vient de là. Nous sommes déjà à DBS. Donc, M. Dampoulou, il doit venir voir des gens comme nous autres, discuter. On ne lui impose rien, mais échanger. Ou envoyer d'abord des conseillers, en attendant de nous recevoir, lui. Et on va en parler, et il verra bien qu'est-ce qu'il peut en tirer. Tant que ceci n'est pas fait, il y a incohérence. Parce qu'on a parlé de 3 pôles, il en manque un. Pourtant, la maison où on est possède ce 3e pôle. Oui, c'est totalement vrai. Il y a un début à tout. Voilà. Donc, comme je ne veux pas en dire plus, à bon entendeur, salut. Comprendra qui comprendra. L'esprit mathématique. L'esprit mathématique, alors. Poussé à bout, là. On vous comprend parfaitement. Mais permettez-moi de lire quelques messages et puis on va se séparer ce matin pour que chacun d'entre nous puisse aller justement se reposer et reprendre des forces pour demain matin. Bonjour DBS Matin et les panélistes. Les médias français sont des médias mensonges. C'est à jeter à la poubelle. Nous, Africains, on doit avoir nos médias panafricains comme DBS. L'oligarchie française qui sont les voleurs et spolieurs de l'Afrique. C'est Amadou Kidé qui nous écrit depuis Noatak.
Nouakchott en Mauritanie. Bonjour DBS, bonjour le panel, bonjour particulier au docteur Jean-Paul Mbelek. Je suis fier de ses enseignements en ramenant la question du débat du jour à l'Afrique. Il faut dire que les journalistes et hommes d'affaires endocollants font partie et sont influencés et pilotés par les maîtres d'argent et maîtres du monde qui contrôlent l'information et plus largement fait très mal à notre continent. Il faut lire le livre du docteur Paul Bekima, Introduction à la question africaine, pour comprendre en profondeur cette petite mafia mondiale. Votre chaîne nous fait du bien ici à la diaspora et nous permet de mieux nous organiser et surtout préparer nos enfants à se dévouer pour l'Afrique, quoi qu'ils fassent et ou quoi qu'il soit dans le monde. Merci pour ce que vous faites. C'est Bartel Taketsa depuis la Haute-Savoie en France. Bonjour Steve, je salue tous les co-panélistes. Waouh, Paul est là, toujours pertinent dans ses analyses. Et c'est Frédéric depuis Garoua. Merci de m'ajouter sur votre groupe WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Toujours des messages. Cette fois-ci, quelqu'un nous a envoyé un audio. On va le lire plus tard. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous les panélistes. Et cette thématique rejoint un peu la question d'intellectuel et surtout d'éducation de façon générale. J'ai toujours des questions sur la crédibilité de l'AFP. Par exemple, en parchement de l'agence France Presse, comment se fait-il que leur information ne soit jamais remise en question chez nous, ici, en Afrique et plus précisément au Cameroun? Il y a des médias qui laissent les gens structurer leur pensée comme vous, DBS, d'autres qui protègent un peu trop, mais il y a un nouveau mouvement qui fait du Cameroun bashing, c'est-à-dire écorcher l'image du pays chaque jour. Et les médias sont nombreux. Ce n'est pas facile de se décider médiatiquement aujourd'hui. Monsieur Ngos, c'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse et il déclare, en passant je salue la sortie du ministre de la Santé qui a tempéré cette histoire de vaccin au Cameroun car des individus mal intentionnés ont essayé de vacciner des enfants dans une école à Boya. Les enfants ont fui et ont sauté des bâtiments. Merci également de nous avoir écrit Moto depuis la Suisse. Bonjour Monsieur Ngos, bonjour Monsieur Ela, bonjour Docteur Mbelek, bonjour au grand frère Ndom. Je voudrais commencer par faire une remarque suite aux propos du Docteur Mbelek sur votre équipe de football. Les résultats de notre équipe de football ne sont que les résultats de la gestion et de l'organisation de notre fédération de football, il faut le dire, est médiocre depuis des décennies. On a un problème d'organisation. Nous devons apprendre à nous organiser. Cela ne concerne pas seulement le football, mais pratiquement tous les secteurs de la société. C'est Jean-Guy Bertrand Omoko qui vous suit depuis Munich, en Allemagne. Bonne journée à vous et vous également qui nous suivez depuis l'Allemagne. D'ailleurs, vous êtes très nombreux dans ce cas. Bonjour le plateau, belle thématique. Ces gens qui se retrouvent dans ces côtés, dans des diableries. C'est un club de diables, de comploteurs et cela que les médias mensonges planifient comment contrôler la population pour mieux les dominer. C'est Edo qui nous écrit depuis Chicago aux États-Unis d'Amérique. Nous allons justement dire bonjour à Edo depuis Chicago aux États-Unis. Bonjour particulier à Monsieur Paul Ela, au professeur Mbelek, à Monsieur Parfait Ndom. Merci également à vous, à Monsieur Edo, qui nous écrivait depuis Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Bonjour DBS, Steve Ngos, Paul Ela, Parfait Ndom, Jean-Paul Mbelek, juste une salutation et un soutien pour le travail immense que vous produisez chaque jour. C'est Kwame qui nous écrit depuis la Nouvelle-Calédonie. Un fidèle téléspectateur. Bonjour Steve et à tous vos panélistes. Tout ce qu'on vit aujourd'hui n'est que la perpétuation violente, brutale, dans le but de propager de fausses idées pour avoir une main mise sur la planète et cela toujours orienté vers l'Afrique parce que dans tout ça, ce sont des Africains qui payent le lourd tribut. Il faut noter que c'est un plan bien pensé dans le but de coordonner leurs idées et les implanter afin de manipuler les consciences. Voilà pourquoi nous remercions des chaînes à l'instar de l'IBS qui se démarquent de ces médias empoisonnés pour éduquer les masses africaines et tous ces médias-là ont une même logique, l'abrutissement et l'information qui est même relayée, qui est très fausse et parfois ce sont des Européens eux-mêmes qui contredisent ces médias. C'est l'exemple du professeur Fourtillan qui a déclaré la vérité sur le Covid et on ne connaît pas là où il se trouve aujourd'hui. Nous devons plus que jamais que la révolte doit se faire par l'information. Bonne journée, c'est Franck Olivier qui nous écrit ici même à Douala. Bonjour Steve Ngos, bonjour à tous les panélistes, bonne émission, beaucoup de courage, longue vie à l'émission Afrique debout et plus fort que jamais. Vive l'Afrique, vive la Renaissance. C'est Ndonfak, le fils du planteur, qui nous a également écrit ce matin. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire ce matin. Bonjour DBS matin, il y a
tous sur le plateau. Je suis sidéré par ce qui se passe dans ce monde. Finalement, après l'analyse, je constate que c'est le diplôme satanique qui est valorisé. Dites-moi s'il vous plaît à quoi ça sert d'aller à l'école, s'il faille être compétent, avoir le mérite intellectuel et être détruit après par les soi-disant puissances du monde et aidé par leurs pions. La plupart de ces personnes placées à des postes stratégiques et bien plus se font enflammer. Le derrière se prostitue même pour mériter un poste, voire réseau social. Ma question est la suivante: se faire enflammer le derrière est-il un diplôme digne? La parole de Dieu déclare: faites le bien et rien que le bien. Bonne journée dans la paix du Christ. C'est Jimmy Stéphanie de PK16 qui est d'ailleurs dans ce studio qui nous a écrit. Merci également à elle de nous avoir écrit ce matin. Tous ces gens qui dominent le monde ne considèrent pas la personne lambda comme des êtres humains qui doivent compter sur la gestion du monde. Donc, toute cette stratégie qui est mise sur pied est de les empêcher d'émerger ou de leur faire croire qu'ils ne réussiront jamais sans eux. Au fait, la guerre qui n'est pas encore la nôtre, à notre niveau, ces cannibales-là se dévorent entre eux. Ebolo 2 d'Ibola, de PK12, Bassa, Douala, qui nous a écrit également ce matin. Bonjour DBS, les autres nous endorment avec la grande publicité de penser comme eux. Stéphane Fouegap qui nous écrit depuis Douala. Bonjour Monsieur Ngo, c'est tous les panélistes, je suis un fidèle téléspectateur. Merci de me nourrir d'informations chaque jour. Force à vous, ne craignez rien, le Seigneur est votre berger. Bonne journée à vous, c'est Ngala qui nous écrit depuis Newbell. Je vais m'arrêter là, vous êtes très nombreux à nous avoir écrit d'ailleurs ce matin. Patient Parfendo, merci d'avoir été les nôtres ce matin. Merci. Paul merci également d'avoir été là ce matin. Merci Steve, tu sais que j'ai une information que je dois passer plus que 48 heures avant la première conférence de la série de ce qui va se passer du côté de Bonamou-Sadji ici à Douala et dans les autres villes, les prochaines éditions. Vous serez tenus informés. Il y a beaucoup plus d'hommes qui s'inscrivent, c'est très bien, mais la renaissance de l'Afrique ne va pas se faire sans les femmes. Donc je pense qu'il y a à peu près 60% d'hommes, 40% de femmes jusqu'ici. Il ne reste plus beaucoup de place. On va arrêter les inscriptions ce soir, c'est-à-dire jeudi, parce qu'on n'a pas non plus 1 million de places et il reste quelques places encore et quelques heures. Donc rendez-vous à Bonamou-Sadji le 27 à partir de 11 h jusqu'à 16 h, 17 h avec une pause café. L'entrée est libre. Donc 699 84 98 98 699 84 98 98. Privilégiez les SMS et les messages WhatsApp s'il vous plaît. Merci. Merci Paul. La rendez-vous est pris donc pour samedi prochain. Docteur Jean-Paul Bellec, merci d'avoir été là. Merci Steve de nous avoir accueillis et on est content de sentir que de plus en plus tu récupères ta place. J'espère que ça ira encore un peu plus. Hein. Ça va aller mieux. Bon courage. Même si Patient Parfendo n'est pas encore très optimiste. Hein. Non, ça va aller mieux. Je le sens, moi. C'est bon. Je vais lire un dernier message de Maman Messi ce matin. Bonjour le panel. Les problèmes, c'est les Africains eux-mêmes. Nos intellectuels doivent nous aider à mettre fin à tout ça. Mais comme eux-mêmes se font ridiculiser par ces gens, voire même chosifier, c'est Maman Messi qui nous a également écrit ce matin. Il fallait que je lise ce message. Bonjour à Maman Messi du côté de Yaoundé. Elles sont très nombreuses d'ailleurs les mamans qui nous regardent tous les matins. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, eh bien, en tout cas, le rendez-vous est pris pour demain. Bonne journée à vous.